avait pas mieux qu'une victoire du Brésil pour corroborer cette spectaculaire cérémonie d'ouverture de la 20e édition de la Coupe du Monde au pays de l'empereur Pedro Ier. La bande à Thiago Silva a enflammé les 62 000 spectateurs venus nombreux au stade de l'Arena Corinthians de Sao Paulo. Les Brésiliens ont fait taire les contestations et ont dansé la samba toute la nuit. Bienvenue, vous êtes sur Africa TV, vous suivez le journal du mondial. Pour ce numéro d'émission, pour ce deuxième numéro de notre journal du mondial, nous reviendrons sur ce match d'ouverture Brésil-Croatie. Nous présenterons ce match que tous les Africains attendent tous, Mexique-Cameroun. Et dans la rubrique Focus sur, nous ferons un coup de projecteur sur ce meneur de jeu de cette équipe croate, Luka Modric. Un moment fort de cette 20e édition, l'hymne national entamé par les Oriverdés. Ce sera l'image du jour. Vous le saurez en regardant cette émission. Pour ce numéro, je reçois Kader Guilavogui, journaliste africain. Bonjour Kader. Bonjour Ruth. Merci d'être venu sur notre plateau. Tout l'honneur est pour moi. Sans transition aucune, on part maintenant pour la première rubrique, Écho du match. Merci, chers téléspectateurs, d'être fidèles à Africa TV. Kader Guilavogui, une cérémonie d'ouverture féerique, un match, 4 buts, un but contre son camp de Marcelo. Est-ce que ce score 3-1 du Brésil est flatteur? Déjà, bonjour aux téléspectateurs de Africa TV. Flatteur, oui, parce que si on tient compte de la physionomie de cette rencontre-là, le Brésil n'a pas dominé, à mon avis, n'a pas eu, si vous voulez, cette même mise sur ce match-là. Elle a souffert face à une très bonne équipe de la Croatie qui est venue débarrasser de tous ses habits de complexe, et qui a joué crânement ses chances, qui a été dans l'action parce qu'elle a mené au score, il ne faut pas l'oublier, et qui, après 60 minutes de jeu, si vous voulez, a payé cher ce qu'on appelle les erreurs du très haut niveau. 2 pertes de balles dans l'axe médian qui ont coûté cher à cette équipe de Croatie. Mais dans l'ensemble, le Brésil n'a pas été très convaincant. On dira que le Brésil a, si vous voulez, réalisé une belle affaire au plan comptable parce qu'elle a pris les 3 points. Elle est en tête du groupe A, mais sur le plan du jeu, elle a été très peu convaincante. Elle a été très peu convaincante. Mais les statistiques démontrent que le Brésil a eu la même mise sur ce jeu avec plus de 60% de la possession, 96 tacles réussis, 14 tirs, 9 cadrés. Est-ce que les statistiques sont fausses? Alors, vous pouvez avoir la possession de balle, mais c'est en termes de nombre d'occasions. Parce que quand vous regardez cette rencontre, c'est une rencontre équilibrée. Je vais dire, à un certain moment donné, on a vu la Croatie jouer crânement ses chances, porter, n'est-ce pas, le ballon vers l'avant, se montrer dangereux sur certaines occasions. Il a fallu un grand Julio César. Le Brésil a eu aussi sa période de domination, donc période de rencontre très équilibrée entre les deux équipes. Mais pour moi, comme pour beaucoup d'autres, on attendait un Brésil plus mordant. Un Brésil qui nous a habitués, n'est-ce pas, à ce jeu-là, à porter vers l'avant, à ces gestes techniques, mais qu'on n'a pas retrouvé hier, malheureusement. Comme je l'ai dit, au plan comptable, le Brésil s'en sort bien, mais sur le plan du jeu, il faudra revoir certaines choses du côté de Luis Felipe Scolari, qui est le sélectionneur du Brésil. Donc un petit Brésil emmené par un grand Neymar. Il faut dire que ce Neymar que tout le peuple brésilien attendait a répondu présent, un doublé. C'est un génie, ce Neymar. C'est cela, si vous voulez, la force des grands joueurs. Vous savez, au football, il y a des bons joueurs et il y a des grands joueurs. Neymar appartient, n'est-ce pas, à la catégorie des grands joueurs. Et hier, il a prouvé. Je veux dire, il n'y a rien de plus difficile que d'entamer une compétition sur cette terre devant son public, devant un stade plein à craquer. D'autant plus que c'est la Coupe du Monde. Et puis, j'allais dire, se laisser imbiber par la pression. Mais Neymar, je vais dire, apporter sur lui tous les espoirs du peuple brésilien. Si vous avez suivi la rencontre, je vais dire, collectivement, le Brésil a eu beaucoup de difficultés. Il a fallu, si vous voulez, un exploit individuel. Et c'est venu de Neymar qui récupère un ballon sur ce but égalisateur, qui place une frappe, je vais dire, du gauche au ras du sol, qui va tromper le portier Petit Gozal, le portier de la Croatie. Et en plus, il a, je vais dire, les épaules solides de prendre ce pénalty-là qui permet au Brésil de mener au score. Je veux dire, il a fait le boulot, on attendait Neymar et on l'a vu. On a vu Neymar. On a tous vu cette faute que l'arbitre japonais n'a pas vue. La faute qui entraîne le but de Neymar à la 29e minute.
Oui, absolument. C'est un geste, j'allais dire, à ne pas monter dans les écoles de football. Je vais dire, à aucun moment sur l'action, Neymar ne joue le ballon, il place un coup dans le visage de Modric. Je vais dire, à d'autres occasions, ce geste aurait valu un carton rouge. Aurait valu un carton rouge que personne n'aurait crié au scandale. Mais vous savez, le pays organisateur, Neymar, la vedette, la star de tout un peuple, lui administrer un carton rouge serait peut-être mal vu. Mais il ne faut pas oublier qu'en 98, quand la France organisait la Coupe du Monde, Zidane a pris un rouge. Zidane, avec tout ce qu'il représentait, a pris un carton rouge face à l'Arabie Saoudite pour avoir piétiné un adversaire. Donc je vais dire que l'arbitre japonais, pour moi, sur cette action-là, a manqué de courage. Parce que dans la continuité de cette action, Neymar a une occasion, il la met au fond. C'est clair que si Neymar, je vais dire, est expulsé, c'est plus le même Brésil, le Brésil serait plus en difficulté. Un Neymar expulsé, un stade vraiment plein à craquer. Est-ce que ce match aurait continué dans de bonnes conditions? C'est vrai qu'on aurait assisté à des colibés, à des huées, à des sifflets, mais c'est place au jeu. Je vais dire, le football est régi par des règles. Quand vous vous rendez coupable de gestes comme celui de Neymar, je suis désolé, mais c'est carton rouge. C'est carton rouge parce qu'à aucun moment il ne joue le ballon. Ça aurait pu être, je vais dire, plus grave que cela. Mais bon, l'arbitre a estimé que le geste n'était pas aussi dangereux que cela. Il y a peut-être, si vous voulez, l'habitude du joueur qui n'est pas, si vous voulez, agressif de nature, qui a peut-être joué en sa faveur. Il n'y a pas eu que cette faute dans ce match d'ouverture. L'arbitrage a commencé déjà à décevoir beaucoup. Oui, sur le penalty qui fait jaser, et c'est tout à fait logique parce que sur l'action de Fred, entre Fred et Lovren, qui sont deux anciens coéquipiers de Lyon, oui. À mon avis, il n'y a pas pénalty. Il n'y a pas pénalty. Je faisais la revue de presse ce matin, on parlait même de cadeaux offerts au Brésil. Sur cette action, je vais dire, est-ce que le Brésil a besoin de cela? Non, je ne crois pas. Mais moi, je vous avoue que je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris parce que je dis que le Brésil aura j'allais dire, très souvent le coup de pouce de l'arbitre. Parce que, comme je vous l'ai expliqué, on ne peut pas dissocier l'affront social, le climat qui prévaut aujourd'hui au Brésil et cette Coupe du Monde. Forcément, la FIFA, je m'excuse, mais la FIFA essaiera de faire autant que faire se peut, de compenser, d'aider le Brésil à aller jusqu'au bout de cette compétition et pourquoi pas la remporter, pour ne serait-ce que calmer un peu les ardeurs, pour avoir une satisfaction morale. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que la FIFA va jouer sa carte rouge pour permettre aux Oriverdés de remporter la compétition? De façon subtile, vous savez, on n'a pas forcément besoin de donner un penalty. Il y a tellement de façons, et il y a plusieurs façons, de pouvoir aider le Brésil en défavorisant l'autre, en prenant une décision, sur le coup de pied arrêté. Je veux dire, il y a des façons subtiles en tout cas d'aider, mais je crois du comme fait que la FIFA va jouer sa partition. Ça, vraiment, on ne pourra pas m'enlever ça de la tête. Mais la Croatie, dans le jeu, avait la possibilité de mener au score et de rester premier dans ce match. Mais cette Croatie-là aussi a été un peu désemparée. C'était quoi le problème des Croates? Absolument. Je vais dire, comme je disais en début d'émission, la Croatie est venue débarrasser de ses habits de complexe. Parce que ce n'est pas évident de croiser le pays organisateur dans une Coupe du Monde devant son public. Ce n'est vraiment pas évident. On a pensé que la Croatie viendrait recroqueviller sur ses bases, une équipe défensive, mais non. On a vu une Croatie joueuse, comme elle nous a habitués, une équipe de la Croatie qui a compris très tôt que pour obtenir la dragée haute au Brésil, il lui fallait, n'est-ce pas, condenser le milieu. Si bien que dans la disposition tactique, elle a évolué en 4-5-1. Oui. En 4-5-1 avec 5 milieux de terrain. Je vais parler de Luka Modric, de Petrovic, je vais parler de Rakitic, je vais parler de Kovacic et de Dario Serdar, le capitaine, qui venait, qui quittait son couloir pour venir aider, si vous voulez, le bloc de l'axe médian dans le travail de récupération, ce qui a considérablement gêné le trio brésilien constitué de Oscar, de Luis Gustavo et de Paulinho. C'était un match vraiment très poignant, très décisif, vraiment très technique, hein, parce qu'en 3 rencontres, c'est la première fois que le Brésil arrive à battre la Croatie sur ce score. La première fois, ces équipes s'étaient séparées sur un nul, 1-0. La dernière fois, en 2006, c'est le Brésil qui l'avait emporté 1-0 avec la magie d'un certain Kaká. Mais cette fois, le mythe croate est enfin détruit. Oui, mais je vais dire encore que ça s'est joué sur des détails, comme je le disais. On a vu une équipe de la Croatie, je l'ai dit, bien en place tactiquement. Après 60 minutes de jeu, elle a très bien joué le coup en première période. Elle a fait déjouer carrément cette équipe du Brésil qui s'en est remis, comme on ne le dira jamais assez, au talent individuel de Neymar et de Oscar pour vraiment se tirer d'affaire. Mais je vais dire, ce Brésil-Croatie-là est révélateur. Si vous voulez, c'est
c'est un aperçu de ce que sera cette Coupe du Monde difficile, engagée, difficile pour les équipes supposées favorites. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez, le niveau entre les équipes n'est plus trop grand. Hein, le niveau n'est plus trop grand. Quand vous regardez cette équipe de la Croatie, elle est composée de joueurs qui jouent régulièrement les hautes compétitions, notamment la Ligue des Champions. Donc forcément, elle est habituée, ce sont des joueurs qui sont habitués au haut niveau. Et donc, quand elles revêtent, n'est-ce pas, le maillot de leur sélection, ben, voilà, elles ont l'expérience de ces compétitions-là et elles savent comment les aborder. Est-ce que ce match Cameroun-Mexique peut déjà lancer les pronostics vu que le Brésil a gagné son match? Qu'est-ce que ces nations-là se disent actuellement? Le Brésil a gagné son match, nous en tant que Camerounais, quelle sera notre part? Je pense que l'erreur qu'il ne faudrait pas commettre, c'est de penser que la victoire du Brésil serait favorable à l'une ou l'autre des équipes. Non, je pense que le Cameroun et le Mexique ont un match à jouer. Il faudra se concentrer sur ce match-là, tenter de l'emporter, parce que qu'on se le tienne pour vrai, hein, le Brésil va terminer en tête de son groupe. Il faudra aller chercher cette deuxième place-là. Et cette deuxième place-là commence par cette entame, je vais dire, entre des Camerounais et des Mexicains. Il faudra absolument gagner pour se mettre d'abord au niveau du Brésil et, n'est-ce pas, essayer de consolider cette deuxième place-là. Vous l'avez dit, et bien dit même, Kader. L'entame pour les Lions indomptables de Yaoundé démarre cet après-midi face au Mexique. Quel Cameroun face à Miguel Herrera? Il faudra un Cameroun conquérant qui viendra non pas pour réagir, mais pour agir. Le Cameroun nous a démontré, n'est-ce pas, lors de ces deux matchs amicaux, notamment face à l'Allemagne et la Moldavie, qu'elle pouvait agir. Quand je parle d'agir, c'est de prendre le contrôle du match. C'est d'imposer sa mainmise sur cette rencontre, essayer de marquer en premier. Mais un Cameroun qui doit être aussi capable de réagir. Je vais dire, même quand elle est en période de difficulté, il faut qu'elle puisse, n'est-ce pas, tenir, plier, mais ne pas casser. Il lui faudra concéder très peu d'espace aux Mexicains. On a dit des joueurs vifs, rapides et mobiles. Il leur faudra donc gagner des duels, être conquérant dans la conquête du ballon et se montrer tranchant chaque fois qu'elle aura l'occasion. Se montrer tranchant pour ne pas subir la même débâcle qu'en 2010 en Afrique du Sud. Kader, les Camerounais sont bien conscients de ce qui les attend dès ce soir au stade natal face à cette équipe du Mexique. Et Nicolas Nkoulou est très conscient. Écoutez. C'est clair qu'on a un petit esprit de revanche parce qu'on est passé quasiment à côté de la plaque. Mais 4 ans sont passés, je pense qu'on a tous grandi. On va faire preuve de maturité tout en amenant ceux-là qui découvrent la compétition. Vous l'avez suivi, l'intervention de Nicolas. Il se dit très revanchard pour cette 7e participation à la Coupe du Monde. Est-ce que les Camerounais ont les arguments nécessaires pour déjouer peut-être les pronostics? Déjà, pour revenir sur les propos de Nkoulou, je crois qu'il n'y avait pas meilleure façon, n'est-ce pas, d'aborder cette rencontre-là. Je vais dire, ils ont le douloureux souvenir, vous l'avez dit, de 2010, avec 3 matchs, 3 défaites. Donc forcément, dans les têtes, ça sonne comme un clic. Et l'esprit, n'est-ce pas, de corriger, n'est-ce pas, cette débâcle de Johannesburg revient au moment d'aborder cette phase de poule face au Mexique. Sur les chances du Cameroun, je l'ai dit, elles sont grandes. C'est une équipe qui est en train de monter en puissance. Une équipe constituée de jeunes joueurs qui est en train de monter en puissance avec un travail, j'allais dire, intéressant qui a été fait par Volker Finke, l'entraîneur allemand de cette sélection camerounaise, emmené, si vous voulez, par le doyen Samuel Eto'o, qui a le mot, qui a, si vous voulez, le geste, oui, qui a, si vous voulez, le caractère pour conduire, n'est-ce pas, cette équipe-là, pourquoi pas vers le second tour. Mais il ne faut pas que les Camerounais se trompent. Hein. Cette équipe du Mexique est une équipe difficile à jouer, avec un bloc équipe. Et c'est ce qui manque vraiment aux Lions. Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour corriger cette défaillance? Je crois que je l'ai dit. Je vais dire, il faudra aux Lions de gagner des duels dans l'entrejeu. Et à ce niveau-là, Stéphane Mbia, à l'action, vont être mis à rude épreuve face à, je l'ai dit, à la mobilité des joueurs mexicains qui sont très vifs, qui sont très mobiles. Ils ont un petit gabarit donc qui leur permet de se déplacer très facilement. Donc il va leur falloir, je l'ai dit, beaucoup d'agressivité, mais positive. Beaucoup d'agressivité, beaucoup de conquête dans la récupération du ballon et se montrer, comme je l'ai dit, très tranchant. Il leur faudra aussi concéder très peu d'espace, jouer regroupé, jouer serré pour pouvoir venir à bout cette équipe mexicaine.
Kader, si cette équipe du Cameroun arrive à passer le premier tour, elle sera face à des adversaires coriaces, l'Espagne et les Pays-Bas, qui eux se rencontrent aussi ce soir. Un remake de la finale de 2010. Oui, on a encore en souvenir cette finale, je l'ai dit, qui s'est jouée jusqu'au bout de la nuit, dans un Soccer City plein à craquer, avec ce but d'Iniesta qui a offert la victoire à l'Espagne. Je crois que les Néerlandais ont encore, je vais dire, en travers de la gorge cette finale-là, parce que souvenez-vous que dans le jeu, Arjen Robben, l'attaquant des Pays-Bas, avait par deux occasions l'opportunité d'offrir, n'est-ce pas, la victoire finale à son équipe, mais bon, il est tombé sur Iker Casillas des grands jours. Donc ça veut dire que forcément pour cette première opposition déjà, il y a de la revanche dans l'air du côté des Néerlandais. L'Espagne viendra de son côté avec son statut de favori, son statut de champion en titre, qui voudra démontrer d'entrée que voilà, je suis le maître, je le reste encore. J'ai régné sur sur l'Europe de 2008. Et en 2012, c'est vrai que j'ai connu une Coupe des Confédérations avec une finale perdue 3-0 face au Brésil. Mais bon, l'Espagne reste ce qu'elle est. Et puis bon, avec sa pléiade de joueurs, d'artistes et de talents, je pense qu'on devrait assister à une très belle rencontre. Cette équipe de l'Espagne est diminuée, vous l'avez dit, parce qu'elle est emmenée par l'armada barcelonaise. Et quand le Barcelone va mal, l'Espagne va mal. Est-ce qu'à ce mondial-là, on sera surpris de voir un Espagne carrément changé avec un nouveau visage? Non, je crois que rien n'a changé. Je vais dire, quand vous prenez l'équipe de l'Espagne, c'est comme disent aujourd'hui les jeunes, c'est du copier-coller du FC Barcelone qu'on a transplanté en l'équipe nationale. Parce que dans la conservation du ballon, dans le contrôle du match, dans le harcèlement de la défense adverse, c'est du Barça. Maintenant, cette équipe de l'Espagne se solidifie dans son milieu avec un Xabi Alonso, qui a fait une saison, j'ai dit énorme avec le Real de Madrid, même s'il a manqué la finale de la Ligue des Champions. Et dans sa charnière centrale avec un garçon comme Sergio Ramos qui vient donner de l'assurance à cette charnière centrale-là. Donc voilà, pour moi, cette équipe d'Espagne est encore plus forte. Est-ce qu'un Pays-Bas sans son capitaine Rafael van der Vaart, Strootman, est-ce que cette équipe du Pays-Bas a les ressources nécessaires? Regardez. Finalistes malheureux de la dernière Coupe du Monde face à l'Espagne, les Pays-Bas vont disputer leur 10e mondial. Ils se sont facilement qualifiés pour le Brésil, mais ils y arrivent privés de plusieurs joueurs clés. Kevin Strootman, révélation de l'AS Roma cette saison, n'est pas du voyage. Autre absent de taille au milieu de terrain, Rafael van der Vaart. C'est toujours dommage quand des joueurs doivent déclarer forfait, surtout ceux qui peuvent nous être utiles avant un tournoi comme la Coupe du Monde. C'est un joueur qui a beaucoup d'expérience et qui va beaucoup nous manquer. Des absences qui entraînent une révolution tactique. Le sélectionneur Louis van Gaal a remplacé le traditionnel 4-3-3 par un 5-3-2, système plus défensif, mais qui, porté par des joueurs très jeunes, n'a guère fait ses preuves lors des matchs de préparation. En attaque, les Pays-Bas comptent toujours sur Robin van Persie, malgré sa saison mitigée à Manchester United, et toujours sur Arjen Robben, la patte gauche du Bayern Munich. En perte de vitesse au Galatasaray Istanbul, le milieu offensif Wesley Sneijder espère retrouver son meilleur football au Brésil. Il le faudra, car les Néerlandais ont hérité d'un groupe assez relevé, avec l'Espagne, championne du monde en titre, le Chili, qui avait atteint les 8e en 2010, et l'Australie. On est toujours très motivé avant une Coupe du Monde ou un championnat d'Europe. Évidemment, on sera content d'être au Brésil. Pour notre équipe, on est dans un groupe difficile. Et bien sûr, on va essayer de faire de notre mieux. 15e au classement FIFA, les Pays-Bas vont devoir sortir le grand jeu d'entrée, puisque leur premier match sera le remake de la finale 2010 face à l'Espagne. Ils risquent ensuite de croiser en 8e la route du Brésil, pays organisateur et grand favori. Un chemin compliqué jusqu'à la finale où, s'ils y arrivent, les Pays-Bas rêvent de briser la malédiction qui pèse sur eux, avec 3 finales de Coupe du Monde perdues en 1974, 1978 et 2010. Merci à vous, chers téléspectateurs, de rester toujours connectés sur Africa TV. Kader, on vient de le voir dans l'élément, bien que Strootman ne soit pas là, bien que Rafael van der Vaart ne soit pas là, Robben est assez confiant. Il y a des hommes
qui feront le boulot à leur place. Absolument, c'est ce qui fait la caractéristique, si vous voulez, des grandes équipes. Des joueurs interchangeables avec un banc de touches fournies. Et vous savez que les Pays-Bas font partie de ces pays-là qui sont des grands pourvoyeurs de footballeurs de talent. Et puis Louis van Gaal, je veux dire, il n'est pas né de la dernière pluie. Il saura, n'est-ce pas, compenser ces absences-là de Van der Vaart et de Strootman. Je pense que Robin fait bien de le dire. Le football est d'abord un jeu collectif. Donc il faut être capable, n'est-ce pas, de pouvoir trouver, n'est-ce pas, ces pièces de rechange pour compenser les absences. Pays-Bas et Espagne, c'est ce soir aussi. Ben aussi, il y a le match Chili-Australie, ce match entre le Chili et l'Australie. Oui, comment vous le voyez ce match? Deux styles de jeu diamétralement opposés. Hein. Vous avez d'un côté les Australiens qui sont très british, hein, avec des joueurs de grand gabarit, des joueurs athlétiques, donc qui seront dangereux sur les coups de pied arrêtés. Et puis de l'autre, une équipe du Chili qui va conserver la culture, si vous voulez, latino-américaine, avec un jeu fait de passe-coude, de construction, un jeu tout en spectacle, avec des joueurs, faut pas oublier, des joueurs comme Alexis Sanchez du FC Barcelone et Arturo Vidal de la Juventus de Turin, qui sont, si vous voulez, deux joueurs qui tissent cette équipe du Chili qui a fait une très bonne phase éliminatoire dans la zone âme sud, et puis bon, qui vient avec un collectif, comme je l'ai dit, un collectif huilé, qui a un projet de jeu et qu'il faudra suivre de près cette équipe du Chili. Vous l'avez dit, des joueurs qui tirent leur équipe vers le haut. On a vu hier dans cette équipe de la Croatie un joueur comme Luka Modric qui a l'habitude de tirer son équipe vers le haut, mais hier il n'a pas été vraiment à la hauteur. Focus sur ce joueur. Kader, le métronome de cette équipe croate, Luka Modric, il a été quelque peu transparent au cours de ce match. On l'attendait. Oui, absolument. Je veux dire, quand on regarde sa saison avec le Real Madrid, saison énorme qu'il fait avec les Merengues, on attendait beaucoup plus de ce garçon-là quand on sait tout le bagage technique, toute son activité dans la récupération. Mais hier, Luka Modric m'a paru un peu en dedans, certainement à cause du système, j'allais dire un peu plus défensif que l'entraîneur Niko Kovac a mis en place. Mais on a senti un Luka Modric, si vous voulez, qui s'est réveillé dans les 15 dernières minutes quand la Croatie a été menée, quand il a été question, n'est-ce pas, d'aller faire la jonction au score, quand il a été question, n'est-ce pas, de pouvoir titiller cette équipe du Brésil. Là, on l'a senti en tout cas plus mordant avec des frappes. Oui. Donc, de 20, de 25 mètres, qui sont véritablement sa spécialité. Mais hier, on n'a pas vu ce Modric-là dans l'entame de la compétition. La statistique le démontre, hein, 0 passe décisif, 0 but. Absolument. Donc c'est un très petit Modric malheureusement qu'on a vu hier, mais je pense que la compétition ne fait que commencer. Il fait partie des joueurs qui vont monter en puissance dans cette Coupe du Monde-là. Vous l'avez dit, la compétition ne fait que commencer et les autres équipes adverses donc à bien se tenir. On pourrait voir un Luka Modric réveillé pour les autres matchs. Et ça sera bon pour la Croatie. Peut-être que les cris des supporters, les hurrahs, les vivas des supporters brésiliens ont endormi Luka, mais eux, ils ont été très sereins, les Brésiliens. Kader, 4 ans qu'on attendait cette compétition, on n'a pas été dessus, on a eu des moments forts. Et un moment nous a particulièrement émus, on l'a retenu pour l'image du jour. Dès l'entame de ce coup d'envoi, Kader, l'hymne national du Brésil a été chanté avec cœur, très émouvant. Oui, absolument. Je pense que c'est comme vous l'avez dit, c'est un moment unique. Je dis, chaque joueur à l'entame de chaque match entend l'hymne de son pays retentir. Et vous imaginez pour le Brésil ce que ça représente. D'abord, cet hymne joué de façon officielle et puis en plus repris par tout un stade qui a porté son équipe, qui a poussé son équipe. Je veux dire, forcément l'émotion ne pouvait qu'être grande. L'émotion était grande sur le visage de ce capitaine qui a disputé 450 minutes avec cette équipe-là, Thiago Silva. Il a poussé son équipe. Est-ce que c'est la pression que ressentaient ces Brésiliens qu'ils ont exprimée pendant cette hymne nationale? Non, forcément, je vais dire, et ça s'est ressenti au cours de ce match-là. Le Brésil a été mené, il ne faut pas l'oublier, mais c'est cette capacité à pouvoir réagir. Cet orgueil que les Brésiliens ont eu pour vous revenir dans le match et l'emporter finalement. Je pense que le public a été pour beaucoup parce que ça aurait fait vraiment désordre que le Brésil perde d'entrée comme ça pour une compétition qu'elle organise, et je pense que le public a joué véritablement son rôle de 12e homme.
On ne pouvait pas rêver mieux qu'un meilleur début de ce tournoi, de cette compétition. On est satisfait. 4 buts pour un premier match, c'est satisfaisant. Absolument. Pour les statistiques, on dira oui, parce que on était loin de s'imaginer qu'un Brésil-Croatie allait, je l'ai dit, favoriser tant de buts. Mais bon, pour le spectacle en tout cas, ça a bien démarré. On espère que les autres rencontres, n'est-ce pas, vont nous offrir le plein de buts. La compétition continue dès ce soir avec l'entrée en liste du premier africain, le Cameroun face à la BRD. Il y aura aussi Espagne-Pays-Bas. Demain, on aura l'occasion de revenir sur ces rencontres avec vous, Kader. Merci déjà d'avoir accepté notre invitation. Merci au Temple du Foot, merci à Divasta et merci aussi à vous, chers téléspectateurs qui nous suivez de partout en Afrique. Restez connectés sur Africa TV.